Bien, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre, je suis très heureux que vous soyez ici, en France, mais aussi en Normandie, au Mont-Saint-Michel, pour ce moment important pour la Normandie que constitue l'accord que nous allons signer dans quelques minutes. Vous aurez sans doute, comme moi, le souci de rappeler que ces dernières années, l'État et les deux anciennes régions ont consacré des efforts importants au système ferroviaire normand. Système ferroviaire qui a vécu de déception en déception, non pas depuis 5 ans, mais depuis 30 ans. On lui a promis le TGV, on lui a promis ensuite une ligne à grande vitesse, on lui a promis ensuite un grand plan de rattrapage, et pourtant la situation n'a cessé de se dégrader depuis une trentaine d'années. Et c'est sans doute juste pour ce qui est de cette Normandie où l'État a investi avec la région près de 300 millions d'euros et que la remise à niveau de la ligne Paris-Granville a été achevée aussi grâce à un effort de 140 millions d'euros réalisé par la région. En clair, il s'agissait d'un train intercité, je le dis pour ceux qui parfois s'interrogent sur la volonté de la région Normandie de prendre en charge, de prendre la responsabilité sur les trains intercités. La région Basse-Normandie a déjà payé la totalité du matériel roulant sur la ligne Paris-Granville, qui était pourtant une ligne de la responsabilité de l'État. Pour la ligne Caen-Rennes, 80 millions de travaux ont déjà été réalisés entre Lison et Pau-Torson. Au cours des dernières années, il reste une vingtaine de millions d'investissements réalisés, avec Jean-Baptiste Gastine, le vice-président de la région en charge du transport, et qui a fait un boulot absolument considérable pour la conclusion de cette convention, je veux le saluer. Nous sommes en train d'achever les négociations avec la SNCF pour que ces travaux soient faits. Ils doivent être faits car là où le train ne marche plus, le car est en train de s'installer. Et nous essaierons donc de maintenir une offre ferroviaire compétitive, tant en ce qui concerne les prix que les temps de parcours. Mais ailleurs, M. le Premier ministre, je le disais en introduction, en Normandie, le train est en péril depuis, non pas 4 ans, mais depuis longtemps. Je l'ai dit durant toute la campagne des élections régionales, et j'en ai aujourd'hui la certitude, c'est ce qui a justifié que dès notre première rencontre à laquelle vous m'aviez invité à Matignon le 18 janvier, j'ai tenu à vous parler de ce sujet et j'ai entendu votre ouverture sur la question. Le train est en péril parce que le réseau se trouve parfois dans un état critique, pour ne pas dire dramatique. Lorsque le président Pépi est venu à Rouen, il a confirmé qu'entre Mantes et Rouen, un quart des composants de la ligne avaient dépassé sa durée de vie théorique. C'est pour cette raison que, dans le document que nous allons signer, j'ai tenu à ce que l'État, discussion que nous avons eue avec le secrétaire d'État au transport Alain Vidaliste, se porte garant de la poursuite des investissements prévus sur le réseau. On parle ici de 500 millions d'euros d'ici 2020 pour l'amélioration du réseau. Le train est en péril en Normandie parce que sur les 2 liaisons principales, Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Le Havre, le matériel est totalement à bout de souffle. Les wagons corail, qui constituent une part importante du parc, ont été construits entre 1978 et 1980. Ils vont avoir 40 ans. Même chose en ce qui concerne une bonne partie des motrices. Je n'ignore pas, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement a essayé de rendre un avenir au train intercité, et j'ai été obligé de constater qu'il avait surtout, avec le rapport confié à notre collègue Philippe Duron, puis les annonces d'Alain Vidaliste, qu'il a été confronté à la complexité d'un dossier dont tous les gouvernements successifs ont beaucoup de mal à trouver les pistes de solution. Le train est en péril en Normandie parce que la situation que je décris a conduit à une dégradation insupportable du service. Je vais simplement vous raconter une anecdote. C'est que lorsque le directeur du ministère des Transports
toute la direction de la SNCF est venue au conseil régional à Rouen pour la première réunion de travail à la suite de l'accord de principe que nous avions eu. J'étais le seul à prendre la voiture. Les deux autres ont pris, la délégation de la SNCF et la délégation du ministère des Transports ont pris le train pour faire Paris-Rouen. Deux horaires différents. L'un devant normalement arriver 50 minutes avant le début de la réunion, il est arrivé 40 minutes après parce que le train était en retard, et le second est arrivé 35 minutes en retard. Et donc, en clair, ce qu'ont vécu les responsables de la SNCF, c'est ce que vivent, et le président Pécresse le sait bien, nos compatriotes tous les jours. Nos trains ne partent pas à l'heure, ils n'arrivent pas à l'heure, leur composition est aléatoire, le ménage n'est pas toujours fait, il n'y a presque jamais d'eau dans les toilettes, et quelquefois pas de toilettes du tout. Il arrive que la climatisation ne fonctionne pas et que les portes ne ferment pas. Le mécontentement est tel que le personnel de bord hésite désormais à contrôler les voyageurs. La fraude augmente, elle atteint près de 10%, et avec la fraude s'installe bien entendu une réduction aussi des recettes de la SNCF pour assurer le service. En Normandie, s'il ne se passe rien, l'offre intercité va tout simplement s'effondrer. D'une part parce que la vétusté du parc de matériel roulant va conduire à ce que dès 2018, le nombre de motrices et de voitures aptes à circuler se réduise sensiblement. Et d'autre part parce que dans ce contexte nouveau où des modes de transport alternatifs s'installent, la clientèle a commencé à fuir le train. Cette situation décrite sans aucune exagération, a conduit, Monsieur le Premier ministre, à ce que je vous propose que la région Normandie se substitue à l'État comme autorité organisatrice des trains intercités et qu'elle en prenne la gouvernance. En contrepartie d'un solde de tout compte, c'est-à-dire l'achat de trains neufs pour les deux lignes. C'est une proposition innovante, elle est audacieuse, mais je crois qu'il était temps qu'on sorte de la situation, pour paraphraser le général de Gaulle. Il ne suffit pas de sauter comme un cabri, de se dire que ça ira mieux demain, tout le temps, en s'énervant, en considérant que ça ne va pas, en faisant des déclarations à la presse comme tous les parlementaires ont fait en permanence, sans que les choses ne s'améliorent vraiment. Nous aurions certes pu abandonner la partie, mais le train constitue un enjeu important pour notre région, où la place de l'avion reste marginale, et où le nombre de passagers transportés par les trains intercités se compte encore en millions chaque année. La Normandie est proche de Paris, c'est un territoire riche de sa diversité économique, de sa culture, mais aussi de son tourisme, on le voit aujourd'hui, et c'est presque naturellement qu'il nous fallait rechercher une solution. Et je rappelle d'ailleurs que nous avons été pendant très longtemps les meilleurs. Quand il y avait le turbotrain sur la ligne Paris-Cherbourg, nous étions en avance sur tous les autres pays, sur toutes les autres régions, et que nous serons bientôt, avec la Corse, la dernière région française à ne pas avoir de ligne à grande vitesse. Monsieur le Premier ministre, si tout se passe comme nous le souhaitons l'un et l'autre, la région prendra donc la gouvernance des trains intercités et par conséquent tout le système ferroviaire normand dans un peu plus de 3 ans. Nous aurons besoin de ce temps, c'était ce que vous avez entendu lors de notre conversation, pour nous préparer à assumer une responsabilité particulièrement lourde et surtout complexe. Cette complexité ne doit pas nous empêcher que l'on explique de façon claire ce que nous allons faire. D'abord, nouvelle autorité organisatrice des trains intercités, la région va donc décider du nombre des trains en circulation, des arrêts desservis, elle va travailler à articuler l'offre ferroviaire avec celle des transports interurbains sur route qui nous seront transférés l'année prochaine. Elle assumera la conséquence de ses choix, c'est-à-dire qu'elle prendra en charge le déficit si ceci persiste. Elle va également veiller à laisser sa place à l'initiative privée. Nous ne sommes pas hostiles à l'arrivée du car Macron en Normandie, même si nous venons de saisir le régulateur. Nous avons demandé à la RAFER, contre Caen, Avranches et Rennes d'une part, Coutances, Pontorson d'autre part, et jusqu'au renouvellement de la convention TER en 2017, la desserte de car respecte
le pas minimal de 100 km prévu par la loi et ne crée pas une forme de concurrence qui déstabiliserait gravement l'offre TER. Enfin, la région va imposer la normandisation de la maintenance des trains. L'acquisition de trains neufs pour ces lignes intercités normandes va conduire à ce que les matériels soient entretenus et réparés dans la région. Ça a été commencé par mes prédécesseurs. Cela sera achevé par un troisième atelier de maintenance que nous ferons sur Caen. Il y en aura donc un à Sotteville, un à Caen, un à Granville, et donc nous pourrons ainsi améliorer la fiabilité et la disponibilité du matériel ferroviaire. Monsieur le Premier ministre, vous avez très vite su répondre à notre sollicitation et je vous en remercie encore. Alain Vidalis, que vous nous avez désigné comme interlocuteur, n'a pu être avec nous aujourd'hui, mais il a joué un grand rôle dans le succès d'une négociation qui conduit à ce que l'État mobilise des moyens, que je sais très importants pour garantir le remplacement des matériels des lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Lorient. Il a d'abord été question de 400 millions, puis 500, puis 650, et grâce à votre arbitrage de 720 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près l'estimation du remplacement de la totalité des trains. L'accord que nous rendons public aujourd'hui constitue donc une étape majeure dans un dossier lourd, mais ouvert il y a tout juste 4 mois. Pour aboutir, il nous reste un travail considérable à réaliser qui mobilisera encore de longs mois nos équipes respectives, celles de la SNCF. Et je remercie aussi le président Pépi qui a beaucoup participé à ces discussions et le ministère. Nous aurons rapidement à décider du matériel le plus adapté, ce n'est pas encore fait. Nous devrons expertiser les comptes, Monsieur le Président Pépi, vérifier que les déficits se situent au niveau annoncé, ne dérivent pas trop vite au point de constituer une charge insupportable pour la région, rendant l'équation impossible de se transformer. Nous allons engager la discussion avec les régions concernées, en particulier avec ma camarade Valérie Pécresse en Île-de-France, puisque la nouvelle offre intercité devra être une offre qualitative, mais elle devra aussi prendre en compte qu'elle traverse le Montois, et donc je poserai la question de savoir si nous desservons encore la population de Mantes-la-Jolie qui prend notre. Enfin, nous devrons très vite ébaucher les contours de la nouvelle offre de transport en Normandie, comme j'ai déjà évoqué. Monsieur le Premier ministre, un dernier mot. Renouveler le matériel des lignes intercités ne signifie pas que nous renonçons à la LNPN, qui est un projet structurant majeur pour la région. C'est en réalité le contraire, et cette décision, c'est le contraire du renoncement à la ligne LNPN. Nous allons nous investir dans le comité de pilotage, dont le prochain aura lieu le 4 mai, dans une huitaine de jours, et qui traitera d'un sujet essentiel qui est la garde de la Défense. Nous finançons les études, la Normandie porte les 2 tiers de la part des collectivités dans le cadre du contrat de plan, je parle déjà d'ici de plusieurs dizaines de millions d'euros. Plus fondamentalement encore, si nous abandonnons aujourd'hui le train, si nous laissons le trafic baisser au rythme actuel sur les liaisons entre la Normandie et Paris, si en 2030-2035, c'est-à-dire la date normalement de la livraison de la LNPN, le trafic ne représente plus que la moitié ou les 2 tiers de celui d'aujourd'hui, qui peut croire que nous serons encore prêts à investir collectivement des milliards d'euros dans une infrastructure nouvelle et ses matériels nouveaux. C'est donc aujourd'hui que les choses se jouent aussi pour la ligne nouvelle Paris-Normandie. Et c'est aujourd'hui que se joue l'avenir ferroviaire de la Normandie, en sauvant les intercités, en optimisant les dessertes régionales, en assurant la compétitivité grâce à la remise à niveau de la ligne Serqueux-Gisors. Et ce sera mon dernier mot, monsieur le Premier ministre. Une déclaration d'utilité publique est en cours sur la ligne Serqueux-Gisors. Elle a un rôle fondamental dans la desserte du port du Havre, qui n'est pas seulement un poumon économique pour la Normandie, c'est un enjeu stratégique pour la France entière. Et il faut donc absolument que cette ligne Serqueux-Gisors fasse l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que l'État retienne ce projet absolument majeur. J'ajoute enfin qu'il faudra à l'avenir, et je vous le proposerai dans le cadre, Madame la Préfète, de la révision du contrat de plan, que nous puissions engager les études sur le contournement de l'Île-de-France par Amiens, afin en quelque sorte de rabouter le port du Havre à l'est de la France, à l'Europe, mais aussi au sillon nord-sud. Bref, en conclusion, Monsieur le Premier ministre, grâce
à cet accord qui est d'autant plus singulier que je suis dans l'opposition nationale, mais que, comme je l'ai fait sur le plan 500 000 sur la formation, quand il s'agit des intérêts de la région, on doit être en capacité de travailler ensemble. Des voies améliorées, des ateliers de maintenance en Normandie, des trains neufs, la ligne Serqueux-Gisors, il restera Éole en 2023 et la Normandie sera à nouveau sur les rails. Je vous remercie. Madame la ministre, messieurs les parlementaires, monsieur le président de la région, monsieur le président du département, madame la vice-présidente du conseil régional de Bretagne, monsieur le président du conseil départemental du Villaine, son représentant, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du centre des monuments nationaux, monsieur le président de la SNCF, mesdames et messieurs. Venir au Mont-Saint-Michel, c'est toucher à la virtuosité bâtisseuse des hommes et à l'audace qui a fait surgir au milieu des flots et du sable ce monument de granit incroyable. C'est avoir devant soi le plus beau lieu du monde, disait en toute objectivité Victor Hugo, que nous citions tout à l'heure, et qui figure bien sûr parmi les illustres avocats, défenseurs de ce site unique, de ce site majestueux. Et venir au Mont-Saint-Michel, c'est venir à la rencontre de l'histoire de France avec ses tourments, ses contrastes, ses défis. Né dans la ferveur religieuse, ce site est aussi l'emblème du génie militaire français. Il est ensuite devenu, on ne le rappelle pas suffisamment, aussi une terrible prison où des républicains, je pense à Barès, à Barbès ou à Blanqui, ont été enfermés par la monarchie. Et puis venir au Mont-Saint-Michel, c'est enfin prendre toute la mesure de la richesse de notre patrimoine, attirant chaque année 3 millions de visiteurs, troisième site touristique le plus visité. Ce lieu est une image de la France, gravée dans les esprits du monde entier. C'est une des incarnations de notre pays. Je veux saluer le travail et l'engagement de celles et ceux qui permettent à ce site d'être ce qu'il est. Et je veux bien sûr saluer d'abord le travail des élus locaux. Car venir au Mont-Saint-Michel, c'est aussi mesurer, il s'agit, monsieur le maire, d'une commune au cœur d'un territoire. Je l'ai bien compris, vous me l'avez tous dit. Une commune de quelques 29 habitants permanents. Je pense les avoir pratiquement tous rencontrés. Et vous êtes vous-même, monsieur le maire, mon toit de père en fils. Une commune fière de ce qu'elle est, mais bien sûr également soumise à des contraintes très lourdes en matière d'entretien, de sécurité, même si avec 4 policiers, vous avez plus d'agents de police par habitant qu'à Marseille. Je ne suis pas sûr que cette comparaison doit être diffusée, mais en tout cas, j'ai bien compris la situation. Monsieur le Président Morin, je sais qu'au sein du syndicat mixte, vous présidez aux côtés du président Philippe Bas et des élus de la Bretagne voisine, vous prenez, comme vos prédécesseurs, les mesures qui s'imposent pour la viabilité économique du site, pour sa gestion unifiée, entretien, sécurité, donc, mais aussi parking, navette, nous l'avons emprunté, stratégie touristique et culturelle. Sur tous ces sujets, c'est bien une action concertée qui doit être menée. Les enjeux sont ceux de tout lieu touristique d'ampleur. Améliorer encore et toujours l'accueil, unifier les parcours de visite entre le Mont et l'abbaye, accroître la fréquentation, bâtir un projet de territoire de qualité qui incite les touristes à rester plus longtemps pour découvrir les trésors à proximité. Vous l'avez, comment les parlementaires, tous rappelé. Je pense au scriptorial d'Avranches, en Normandie, ou encore à Saint-Malo, en Bretagne,
Vous voyez, je reste prudent, je suis le Premier ministre de la France, même si je suis évidemment heureux d'être en Normandie, et même si, plus sérieusement, j'ai bien entendu le message. Tout faire maintenant pour que la Normandie profite de ce lieu tout à fait exceptionnel. Nous devons également anticiper les évolutions du usage, mieux prendre en compte le numérique ou les nouvelles formes de tourisme durable, telles que le tourisme à vélo, nous en avons parlé, parfois délicat au regard de la spécificité des lieux. Mais le départ du Tour de France, cette année, depuis le mont Saint-Michel, il restera 3 jours dans le département de la Manche, sera un signal fort pour le vélo et encore l'occasion de mettre en valeur, en lumière, la beauté du site, comme les commémorations du débarquement ont permis aussi de découvrir ou de redécouvrir pour certains la beauté des paysages chargés de l'histoire. Je veux saluer aussi le travail du Centre des Monuments Nationaux, dont l'abbaye du Mont-Saint-Michel est l'emblème et le fleuron. Votre travail s'inscrira pleinement dans la vision d'ensemble que nous voulons porter pour ce site. Nous sommes venus aujourd'hui délivrer un message clair. L'État, propriétaire de 80% du mont, entend à vos côtés, aux côtés des collectivités, accroître encore son implication pour préparer l'avenir de ce site. L'État a d'ailleurs toujours répondu présent. Il y a eu le classement du Mont-Saint-Michel monument historique dès 1874, je ne sais pas si c'est un président du Conseil à l'époque qui est venu l'annoncer ici. La reconnaissance du site comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Et bien sûr le rétablissement du caractère maritime du mont que le président de la République est venu saluer il y a quelques mois. Car après 18 ans de travaux et 185 millions d'euros d'investissement, le mont est redevenu, si l'on peut dire, une île. Ces travaux, motivés en partie par la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, avaient aussi un objectif patrimonial évident. Aujourd'hui, s'il revient aux collectivités d'assurer le suivi et l'entretien des milieux aquatiques, nous avons décidé que l'État poursuivrait son engagement financier avec la prise en charge au-delà de cette année, à hauteur de 500 000 €, d'une part des dépenses d'entretien des ouvrages hydrauliques. Et nous serons amenés, mesdames et messieurs les élus, à discuter de la meilleure solution pour pérenniser le fonctionnement de ces infrastructures. J'ai plus largement demandé au ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités et à sa secrétaire d'État, Pierre Estelle, que je salue, au ministre de l'Intérieur, à l'élu du territoire, et à la ministre de la Culture, de lancer une mission d'étude et de préfiguration de ce que pourrait être une gouvernance unifiée du Mont-Saint-Michel. Cette mission, qui impliquera bien évidemment les élus locaux, mais aussi les commerçants et les acteurs du tourisme, est confiée à la préfète de région et au Centre des Monuments Nationaux, cher Philippe Delaval. Cette nouvelle gouvernance, nous devrons la bâtir ensemble, et si possible rapidement, mais nous en discuterons au cours d'une table ronde dans quelques instants. En tout cas, la volonté de mon gouvernement, c'est d'accompagner le Mont-Saint-Michel, mais aussi bien sûr tous les territoires dans leur spécificité et leurs projets. Et c'est dans cet esprit que nous avons mené la réforme territoriale. Cette nouvelle France des territoires, ce sont des intercommunalités qui nous amènent de mener des politiques publiques locales, et je veux saluer le schéma particulièrement ambitieux dans ce département. Je crois que ce qui est préfiguré, c'est de passer de 27 à 7 intercommunalités. Des départements renforcés dans leurs compétences de solidarité, même si nous avons aujourd'hui un débat sur le RSA, j'espère que nous trouverons la bonne solution. Des régions plus grandes, incontestablement, plus fortes, avec une meilleure capacité d'entraînement pour l'économie et pour l'emploi. Et c'est dans cet esprit aussi que nous bâtissons des politiques adaptées à chaque territoire, ruralité, ville, montagne, quartier populaire, et c'est cette réponse qui est attendue par les Français, notamment dans des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, où ils peuvent éprouver un sentiment d'avoir. Agir efficacement pour les territoires, agir au plus près des besoins des Français, impliquer aussi de travailler étroitement avec les régions de France. Et je sais que personne, aucune majorité, aucun changement ne viendra interrompre ce processus. Et le fait d'avoir 12 grandes régions hexagonales permet, avec bien sûr la Corse et les 4 régions d'outre-mer, d'avoir un rapport, un dialogue
sur la définition des politiques publiques sur nos territoires. Nous avons noué, vous disiez, Monsieur le Président, avec les régions de France, un partenariat renforcé pour l'emploi, la formation, l'apprentissage et le développement économique. Nous avons signé il y a d'un mois une plateforme d'engagement réciproque, et moi je veux saluer cet état d'esprit, cette volonté d'avancer ensemble quand il s'agit des sujets qui préoccupent bien sûr nos compatriotes, et à commencer par le chômage. Le second acte se joue ici et aujourd'hui. Il illustre la manière dont nous pouvons répondre ensemble et très concrètement aux attentes des habitants. C'est l'enjeu de notre implication croissante au Mont-Saint-Michel, je viens d'en parler. C'est l'enjeu aussi de la convention que nous allons signer, cher Hervé Morin, en matière de transport ferroviaire. À votre demande, et après des discussions engagées au temps où il y avait encore de Normandie, et je veux saluer bien sûr le travail qui avait été engagé par Laurent Beauvais et Nicolas Meyer-Rossignol. Pour la première fois, l'État, en lien avec la SNCF, va transférer à une région, la région Normandie que vous présidez, la responsabilité des trains d'équilibre du territoire. Ces lignes sans lesquelles des territoires entiers ne seraient plus reliés. Et je fais bien vos propos sur le rôle du train, le rôle du ferroviaire. Je veux saluer le travail mené en lien avec Guillaume Pépi, que je salue. La région, forte du savoir-faire développé dans la gestion des TER, pourra ainsi améliorer et moderniser les 5 villes, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg, Deauville, Paris-Évreux, Paris-Granville et Caen-le-Mans-Vieux. Ce transfert, qui est une première, qui est aussi un signe de confiance, de maturité entre l'État, le gouvernement d'une part, et la région, représente une charge pour la région. C'est un défi pour l'institution régionale. Mais l'État s'engage en contrepartie, et je me félicite de cet accord, et moi aussi je veux saluer le travail qui a été mené par Alain Vidalis. L'État s'engage à financer le renouvellement intégral de trains devenus obsolètes sur les 2 lignes principales. L'État, vous avez décrit, est de ce point de vue-là suffisamment net pour justifier cet engagement. Estelle Brunier m'évoquait les mêmes difficultés. Et il se trouve que j'ai bien connu la ligne de Mantes, j'ai pris souvent le train à Saint-Lazare, et j'ai vécu indirectement ou directement ce que les Normands pouvaient connaître et que relaient tous les parlementaires sur tous les bancs, comme on dit. Cet engagement fort représente 720 millions d'euros pour l'État. C'est ce chiffre que nous avons arrêté et c'est ce chiffre qui scelle notre accord. Si l'on ajoute le paquet ferroviaire inscrit au contrat de plan État-région, notamment, État et région s'engageront dans la durée, pleinement au service de la mobilité. C'est important pour les usagers, c'est important pour le développement touristique, culturel, économique, bien sûr, de la région. C'est stratégique, et vous avez en effet eu raison de souligner, pour tous les grands sites économiques et industriels de votre région. Vous parlez de Cherbourg, de Rouen, Le Havre, dont les enjeux ne sont pas uniquement régionaux, ce sont des enjeux nationaux, ce sont des enjeux stratégiques sur lesquels l'État devait s'engager. Moi, encore une fois, je veux saluer cette capacité à travailler ensemble. Au fond, c'est ainsi que nous vivons le débat public dans notre pays, le mardi, le mercredi, parfois le jeudi, surtout à l'Assemblée nationale, c'est l'occasion de la confrontation entre majorité et opposition, entre droite et gauche. Tout ça est légitime, mais la réalité, elle se joue d'abord sur le terrain, et l'État, représenté par les préfets, doit être un partenaire des collectivités territoriales pour être, au fond, tout simplement, le plus efficace possible pour nos concitoyens, les collectivités territoriales, les entreprises et les services publics. Mesdames, Messieurs, les grands lieux de patrimoine nous disent forcément donc quelque chose de nous-mêmes. Et que faut-il voir alors dans cette pyramide médiévale, dans ce chef-d'œuvre du gothique flamboyant? Le Mont Saint-Michel est une construction humaine collective. Et il a fallu que se joignent, j'imagine, tant de volonté, tant de savoir-faire pour élever un tel édifice. D'ailleurs, M. le maire a continué le travail. Et nous le voyons tout à l'heure avec les travaux que nous avons eus
contournée. Et méditons, le terme se prête bien au lieu, cet exemple. Alors que nous avons tant à bâtir, que notre nation, ses territoires, ont tant de défis à relever, croissance, emploi, formation, solidarité, écologie. Sachons, nous l'avons fait physiquement aujourd'hui, nous élever au-dessus des petites querelles de l'instant pour nous retrouver sur l'essentiel. Et les partenariats entre l'État et les régions, que j'ai voulu redynamiser, mais il fallait pour cela trouver des présidents de régions qui s'engagent, en sont, je crois, un parfait exemple. Nos concitoyens attendent de nous que nous soyons capables d'avancer dans le même sens. Le Mont-Saint-Michel, c'est une construction collective, qui, parce qu'elle est l'œuvre de tant de talents, de tant de détermination, résiste à l'assaut des vagues. C'est un beau symbole, difficile d'y échapper. Et elle rappelle que l'action pérenne des hommes s'inscrit nécessairement dans les temps longs. La sagesse populaire dit que Paris ne s'est pas fait en un jour. Le Mont-Saint-Michel non plus. Il a fallu du temps, réformer, agir pour la croissance, pour l'emploi, pour le développement des territoires, pour que l'égalité, pour que la promesse républicaine se traduise en acte, demande aussi beaucoup de persévérance. Et quand je vois toutes les énergies qui se mettent ensemble autour de la table aujourd'hui, je me dis que la solution est là et que c'est comme cela que nous pouvons avancer. Ce magnifique joyau venu du passé qui nous encourage à nous tourner vers le futur, c'est cela le Mont-Saint-Michel, et c'est pour cela aussi que j'ai tant de plaisir à être parmi vous aujourd'hui pour retrouver ce site, pour marquer l'engagement de l'État aux côtés du Mont-Saint-Michel et pour signer évidemment cette convention qui engage l'État et la région. Je vous remercie. de la ligne qui reliait le Mont-Saint-Michel à Contenson, qui a été ligne qui a été servie par une société qui s'appelle la Société de chemin de fer de Nancy, bien avant les SNCF, qui a été arrêtée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qu'on a retrouvé en état. Thank you.